Bonjour tout le monde. Merci d'être présent à ma conférence sur le Bing Bang. Alors ce sujet-là, c'est la première fois que je le donne. Et c'est un sujet qui représente un vrai challenge pour moi à vulgariser. Parce que pour comprendre ce qu'il s'est passé au moment du Bing Bang, au tout début de l'univers, proche du temps zéro, il faut que j'introduise plusieurs prérequis. Notamment, on devra regarder ce qu'il se passe du côté de la physique quantique et du côté de la relativité générale, donc de la physique du très très grand, des galaxies, du cosmos entier, parce qu'on a tous un peu l'intuition que le Big Bang est le moment où un univers très grand était ramené en un point très petit. La physique quantique qui étudie la physique du très petit, et la relativité générale qui étudie ce qui est très grand. Et durant cette conférence-là, on va voir aussi qu'il y a énormément d'idées reçues sur le Big Bang, qu'on va démonter un peu une par une. Bien. J'aimerais bien commencer ma conférence sur une note un peu poétique en vous montrant ceci. Nous sommes un moyen pour l'univers de se comprendre lui-même. Alors cette citation ne vient pas de moi, elle vient de Carl Sagan, un astrophysicien vulgarisateur des fin des années 1900. Et cette phrase, j'espère qu'elle vous fera sens à la fin de la conférence. Pourquoi est-ce qu'on dit que nous sommes un moyen pour l'univers de se comprendre lui-même? Ça peut être étrange, mais on verra qu'à la fin de la conférence, cette phrase aura plein de sens, en tout cas, je l'espère. Alors, voilà comment se présente le contexte à introduire aujourd'hui. J'ai essayé d'imager un maximum, parce que l'idée, c'est que je vous prenne des théories qui sont compliquées, et que je les lisse au maximum, que je les simplifie au maximum pour que tout le monde comprenne. Et ici, j'aimerais bien insister sur ce détail, c'est que je ne vais pas aller dans les profondeurs, entre guillemets, des théories, d'accord? Je vais rester en surface. Ça veut dire que je risque de ne pas être complet dans tout ce que je dis, mais c'est juste impossible d'être complet à 100% tout en essayant que tout le monde comprenne. D'accord? C'est pour ça qu'il y a des questions à la fin, si vous voulez que je rajoute un genre d'addendum à la fin de la conférence. Voilà comment ça se présente. Pour comprendre le Big Bang, on a besoin d'une grosse machine, qui est ici. Je ne sais pas à quoi elle sert d'ailleurs, mais je vais juste taper machine cassée sur Google, ça m'a donné ça, je me suis dit bon, ça peut marcher. Sauf que cette machine, elle est cassée et il faut la réparer. Pour comprendre le Big Bang, il y a deux grands problèmes dans notre machine. Tout d'abord, il faut qu'on répare, qu'on comprenne ce qu'il se passe au niveau de la physique quantique. Notamment, on va voir les constituants de la matière, les interactions quantiques, les forces fondamentales qui existent dans l'univers, ainsi qu'on verra un peu ce qu'on entend par antimatière. Introduire ces genres de concepts, même si ça n'appartient pas vraiment à l'astrophysique, c'est en réalité intrinsèquement lié à ce qui va se passer au moment du Big Bang. Et c'est nécessaire d'introduire ces concepts de la physique quantique pour comprendre ce qu'il s'est passé proche du temps zéro. Ensuite, il faudra réparer notre compréhension de l'univers lui-même. Là, on va regarder un peu ce qui se passe du côté de la cosmologie, de la relativité générale, de l'étude de l'univers en tant que tel, où on parlera un peu d'homogénéité de l'univers, de fond diffus cosmologique, et aussi un tout petit peu d'expansion de l'univers. Une fois qu'on aura réparé ces deux dégâts dans notre machine, ces deux pièces manquantes, plutôt devrais-je dire, alors là, on aura toutes les armes pour comprendre l'histoire de l'univers et remonter, rembobiner le temps d'aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, jusque le plus proche possible du Big Bang. Alors il y a aussi une chose sur laquelle j'aimerais insister, c'est que c'est pas ici que vous aurez vos réponses sur pourquoi est-ce que l'univers aurait émergé de quelque chose, pourquoi le Big Bang. Personne ne saurait répondre à ce genre de questions. Et on verra que, à force de remonter dans le temps, on arrive à un point drastique où nos équations mathématiques, notre compréhension de l'univers lui-même ne marche plus. D'accord? Mais on va essayer de remonter un maximum à des périodes où on sait plus ou moins dire ce qu'il se passe. Mais il y a quand même une limite à ça, bien entendu. Bien, commençons d'abord par introduire un tout petit peu de contexte de physique quantique, de physique atomique, en regardant ce qui se passe au niveau particulier. Donc on va partir de ce monde-ci, d'accord? Et on va zoomer très fort, le plus fort possible sur des objets macroscopiques. Alors, voilà ici tous les atomes qui constituent la matière. Si on vient zoomer sur des objets macroscopiques, une table, une feuille, peu importe,
on verra qu'elle est composée de certains atomes. Nous-mêmes, êtres humains, nous sommes composés d'atomes de carbone. Le carbone est synthétisé par un C. On a beaucoup d'eau en nous. L'eau, c'est de l'hydrogène et de l'oxygène. Donc on a de l'hydrogène ici, représenté par la lettre H, et de l'oxygène représenté par la lettre O. Aujourd'hui, on compte pas moins de 118 éléments. 118 constituants de la matière, composants, 118 atomes qui composent tout. Sauf que ces atomes-là ne sont pas des particules élémentaires. Ces atomes sont aussi constitués de certaines choses. D'accord ? On va y venir quasi directement. Ce tableau, on appelle ça le tableau de Mendeleev. C'est un tableau qui représente tous les atomes qui constituent l'univers. Et vous remarquez qu'il y a un certain code couleur. On a du mauve, du vert, du gris, du bleu. Le code couleur, il est indiqué ici et je l'ai caché exprès parce qu'à la fin de la conférence, je vais vous remettre ce même tableau et tout fera sens. En tout cas, j'espère que la pièce tombera lorsque vous regarderez une deuxième fois ce tableau. Alors, partons d'objets macroscopiques que tout le monde connaît. Une feuille d'arbre. Alors, une feuille d'arbre, il y a plein d'atomes dedans, plein de constituants, plein de types de constituants différents, mais on a surtout un atome prédominant, qui est l'atome de carbone, synthétisé par cette petite lettre C dans le tableau de Mendeleev. Comme je l'ai énoncé, un atome n'est pas un constituant, comment je peux dire ça ? Un atome est lui-même constitué de certaines choses, d'accord ? C'est pas un constituant élémentaire de la matière, et l'atome de carbone ici, il est constitué d'un noyau, c'est ce qu'il y a au centre, et de petites particules qui orbitent autour du noyau, qu'on va appeler des électrons. On peut imaginer un petit système solaire, par exemple, où le noyau est représenté par le Soleil, et les petits électrons qui tournent autour, ces petites boules vertes ici, sont représentés par les planètes. Un atome de carbone, on a 6 électrons, 6 boules vertes qui tournent autour du noyau, d'accord ? Et le noyau est lui-même composé de 6 protons et de 6 neutrons. Les électrons, on va les symboliser par des charges moins, ces petites barres-là, d'accord ? C'est comme des aimants, on a les aimants négatifs et les aimants positifs. Moins et plus, ça s'attire, c'est un peu le même principe ici. Les protons, eux, sont positifs, c'est la partie plus de l'aimant. D'accord ? Donc électrons et protons s'attirent naturellement. Et ensuite, on a les neutrons, eux, ils font rien, ils n'ont pas vraiment de charge, ils sont ni négatifs ni positifs. Maintenant que ceci est introduit, j'aimerais juste expliciter, énoncer le fait que ce genre de schéma, c'est faux, en fait. Les électrons, on voit ça comme des boules, mais c'est pas vraiment des boules. Les électrons, la physique quantique nous dit que ça n'a pas vraiment une position déterminée autour des atomes. D'accord ? C'est un peu partout et nulle part à la fois, en quelque sorte, si on veut. Donc en réalité, on devrait plus avoir un nuage ici d'électrons et pas des petites sphères. Les électrons, c'est pas des sphères, mais on va imaginer que c'est des sphères ici. Alors c'est là que, maintenant qu'on sait qu'on a des protons et des neutrons, et des électrons dans ces atomes, notamment dans l'atome de carbone, je peux vous introduire la première force fondamentale qui existe dans l'univers, qui est une force qui agit entre les électrons et les protons. C'est comme des aimants. Comme je l'ai dit, électrons et protons, moins et plus, ça s'attire. Si on prend deux aimants, la face positive de l'aimant et la face négative de l'aimant, ça va s'attirer, naturellement. Moins et plus, ça s'attire. Moins et moins, ça se repousse aussi. Idem, on prend des aimants qui ont le même signe, ça va se repousser. On appelle ça des forces électromagnétiques. C'est ces forces-là qui sont notamment, qui donnent l'électricité dans les éclairs et qui donnent aussi le magnétisme. C'est pour ça qu'on appelle ça les forces électromagnétiques. Ça donne l'électricité et le magnétisme. Ça, c'est la première force fondamentale de l'univers. On va revenir aux atomes. Ici, je vous ai présenté donc l'atome de carbone, d'accord ? Mais je vais vous parler maintenant de l'atome le plus simple, le plus facilement productible dans l'univers, qui est l'atome d'hydrogène. Alors l'atome d'hydrogène, c'est le plus simple. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a que deux constituants. Il y a proton au centre et électrons autour. Rappelez-vous, le carbone, il y avait 6 électrons qui tournaient, et il y avait 6 protons et 6 neutrons dans le noyau. C'était beaucoup trop compliqué. L'hydrogène, c'est plus simple. On a un électron qui tourne autour d'un proton. D'accord ? Et il s'avère que là où électrons, protons et neutrons sont les constituants d'objets beaucoup plus grands comme les atomes, les protons et les neutrons sont eux-mêmes composés de particules qui sont encore plus petites.
prenons le proton et zoomons dessus. En fait, un proton, si on zoome sur un proton, il y a à l'intérieur ce qu'on appelle des quarks. Alors les quarks, c'est pas quelque chose qu'on peut vraiment observer, d'accord? On a ce qu'on appelle un confinement, on peut pas observer un quark tout seul, mais on sait que les protons ne sont pas des particules élémentaires, ils sont eux-mêmes composés de certaines pièces du puzzle, de certaines pièces de Lego, d'accord? Ici, en l'occurrence, les protons sont composés de 2 quarks up et 1 quark down. Alors, il y a les quarks up, les quarks down, il y a plusieurs types de quarks, plusieurs natures de quarks différentes. Ici, je ne vais pas aller dans les détails. Le neutron, lui, eh bien, c'est 2 quarks down et 1 quark up. Mais ici, encore, c'est un détail. Ce qu'il faut noter ici, c'est que entre les quarks, entre ces petites sphères-là qui constituent le proton, on remarque qu'il y a des genres de vaguelettes. Alors, ces vaguelettes, c'est quoi? Eh bien, il faut savoir que les quarks entre eux, ils communiquent. Ils s'échangent des particules qui sont invisibles, mais qui existent tout de même, qu'on appelle des gluons. Et les gluons, c'est ce qui donne la deuxième force fondamentale de l'univers, la force nucléaire forte. La force nucléaire forte s'assure que les quarks restent bien ensemble dans le proton. D'accord? Et ici, on ne peut pas zoomer plus que ça. De quoi sont faits les quarks? On pense pour l'instant que les quarks sont des vraies particules élémentaires, qu'il n'y a rien qui compose les quarks, dans l'état actuel des connaissances, bien entendu. D'accord? Les quarks, on a découvert les quarks dans les années 60, 70, si je ne dis pas de bêtises, ça reste quand même relativement récent dans la science, la découverte des quarks. La troisième force fondamentale de l'univers, c'est celle-ci. C'est une autre force, la force nucléaire faible. Alors la force nucléaire faible, je ne vais pas aller dans les détails, mais c'est une interaction qui existe dans la réalité qui peut faire en sorte qu'un neutron devienne un proton. En s'échangeant de particules virtuelles, ils communiquent entre eux, neutrons et protons, et ils peuvent changer leur nature en s'échangeant ce qu'on appelle des bosons. D'accord? Ceci étant introduit, maintenant qu'on sait que les atomes tels qu'on les connaît, carbone, hydrogène, etc., ne sont pas des constituants primordiaux de la matière, qu'ils sont eux-mêmes constitués de certaines choses, les quarks, etc., voilà le bilan des particules qui existent dans l'univers. Ça, c'est ce que nous apprend le modèle standard. C'est un grand modèle de physique théorique qui nous dit, voilà, dans l'univers, il y a telle particule, telle particule, telle particule, en tel nombre, en tel nombre, en tel nombre. Alors, on a tout d'abord les quarks, les fameux constituants des protons et de neutrons. Alors, on a plusieurs types de quarks. On a les quarks up, les quarks étranges, les quarks down, les quarks bottom, les quarks charmants, si on veut, qui sont eux-mêmes constituants de protons et de neutrons. Donc les quarks sont ici, d'accord? Ensuite, on a ce qu'on appelle les fermions stables. On a dedans les électrons, qui sont des particules élémentaires, des neutrinos aussi, on ne va pas aller beaucoup dans les détails, mais ils existent. Par fermions stables, pourquoi fermions stables? C'est parce que on peut les observer, ils ont un temps de vie qui est relativement long pour être observés. D'accord? Il existe d'autres types de fermions, comme les taux et les muons. Ces fermions, ils ont ce qu'on appelle un temps de demi-vie extrêmement court. Par temps de demi-vie, c'est-à-dire que si un muon se crée, vous attendez un milliardième de seconde, il mourra quasi instantanément. Il va se décomposer en plein d'autres choses, donc on ne peut pas les observer, ces deux-là. Ils sont difficilement observables, mais ils existent, d'accord? Mais nous, on va se concentrer sur ceux-ci. Les fermions stables, ceux qu'on peut observer, les électrons, et les constituants des protons et des neutrons, les quarks. Et alors, au centre, on a les gluons, c'est les fameux messagers entre les quarks qui font la force nucléaire forte. On a les photons, eux, ce sont les messagers de la force électromagnétique, qui font les éclairs, d'accord? Quand un électron et un proton s'attirent, comme deux faces opposées d'un même aimant, ils s'attirent pourquoi? Parce qu'ils s'échangent, ils s'envoient des messages. Et ces messages sont des paquets d'énergie qu'on appelle des photons. D'accord? Et les photons sont les éléments qui font la force électromagnétique. Et ensuite, on a les autres, les bosons W et les bosons Z. Ça, c'est ceux qui font la force nucléaire faible. Donc, je récapitule. On a W et Z qui font force nucléaire faible. On a photon qui fait force électromagnétique. Et on a gluon qui fait force nucléaire forte. Là, on a déjà 3 forces fondamentales. Alors, donc ici, ça, je l'ai dit, ça, c'est bien. Je connais mes slides. Alors, il faut savoir que, en réalité, derrière ce genre de modèle, il y a beaucoup de mathématiques. Et comme c'est bientôt Halloween, et ben voilà les formules mathématiques qui nous permettent de savoir tout ce qui se passe à l'échelle quantique. C'est une seule formule, hein.
Une seule formule qui vous dit tout ce qui se passe à l'échelle quantique. Alors on a la dérivée covariante, non je ne vais pas le faire, hein, mais ça existe, d'accord? C'est imbuvable, mais ça existe. Et sur cette formule-là, on sait comment tout interagit avec tout. Comment les quarks interagissent avec les électrons, comment les quarks interagissent entre eux, comment les électrons interagissent entre eux, etc., etc. Alors, il s'avère que ce modèle standard-là, avec les quarks, les fermions qui sont ici, les bosons qui sont au centre, eh ben, il est incomplet. Parce qu'il s'avère qu'il existe un reflet de ces particules-là, qu'on appelle les antiparticules. Les antiparticules, c'est comme si vous vous regardiez dans un miroir, votre reflet dans le miroir est votre antiparticule. C'est le principe théorique derrière cette idée-là. Donc on a exactement les mêmes éléments, les mêmes particules, liées à leur antiparticule. Ça veut dire qu'on a électron, anti-électron, on a quark, anti-quark, les bosons c'est encore un cas différent, on a muon, anti-muon, neutrino, anti-neutrino, donc on a particules et antiparticules. Et là, on a le modèle standard complet. Alors, un petit mot sur les antiparticules, parce que c'est quand même intéressant. Les antiparticules sont les constituants qui forment l'antimatière. D'accord? Donc c'est le reflet, on prend un atome, son reflet dans un miroir, c'est son opposé, c'est l'anti-objet, si on veut. On a ici, je reprends un atome avec les protons, ici c'est l'atome d'hydrogène, on a le proton au centre, composé de ces petits quarks là, et on a l'électron qui tourne autour. Eh bien, si on a de l'hydrogène, alors on a de l'anti-hydrogène, qui n'est pas composé de protons, mais d'antiprotons, et qui n'est pas composé d'électrons, mais d'anti-électrons. Alors on appelle ça positron, mais on va appeler ça anti-électron, parce que c'est plus joli. Et les antiparticules ont un comportement assez étrange, d'un point de vue théorique, mais un comportement qui marche dans les calculs, et qui a l'air d'expliquer assez bien ce qui fonctionne dans la réalité, ce qu'on observe dans les expériences quantiques, c'est qu'on va prendre un électron, donc constituant de la matière telle qu'on la connaît. Un électron, comme nous, il va du passé vers le futur. Si l'électron avait une petite montre sur lui, eh ben, les horloges, les aiguilles de la montre tourneraient dans le sens horaire, quoi. D'accord? Eh ben, pour l'anti-électron, il ne va pas du passé vers le futur, mais il va du futur vers le passé. L'anti-électron, l'antimatière, remonte le temps, dans son point de vue. Ça veut dire que si un anti-électron avait une horloge sur lui, l'horloge tournerait dans l'autre sens, dans le sens anti-horaire. D'accord? Donc, la matière va du passé vers le futur, l'antimatière, elle va dans l'autre sens du futur vers le passé. L'antimatière remonte le temps. Et alors oui, aussi un point à préciser qui serait important après pour comprendre ce qui se passe durant le Big Bang, c'est que lorsque de la matière rentre en contact avec de l'antimatière, ça disparaît instantanément. Ça laisse quelque chose derrière lui, je ne vais pas aller dans les détails pour l'instant, mais lorsque matière et antimatière se touchent, on parle d'annihilation. Ça disparaît. D'accord? Donc si on veut observer de l'antimatière, il ne faut pas qu'il y ait de la matière autour. Sinon, dès que ça rentre en contact avec la matière, ouf, plus rien. Et alors on ne la voit plus. Ok? Voilà. La partie physique quantique est introduite. Maintenant, on a déjà réparé une partie de la machine. On a vu les constituants de la matière, on sait que les atomes sont eux-mêmes composés de protons, neutrons, électrons, et que ces protons, neutrons sont eux-mêmes composés de quarks, qui sont des particules fondamentales, et que tout interagit entre eux en s'échangeant des particules, des photons, des gluons, etc. Ça, c'est les forces fondamentales, les trois premières forces fondamentales. Il y en a une dernière, mais pour l'introduire, il faut regarder ce qui se passe du côté de l'univers, du côté de la cosmologie. Alors, pour introduire ça, j'aimerais vous mettre d'abord face à un paradoxe, une question que tout le monde peut se poser. Une question assez simple au premier abord, c'est que ce paradoxe, qui se nomme le paradoxe d'Olbers, il stipule ceci. Si on suppose que l'univers il est infini, donc là on dézoome, ici on n'est plus dans la quantique, ici on revient dans le côté cosmologie, astronomie, espace, d'accord? Donc on fait un dézoom, et là on va parler de l'univers maintenant. On dit souvent l'univers il est infini. Concrètement, ça veut dire quoi? Parce que si l'univers à grande échelle, donc l'univers dans sa globalité en gros, est supposé infini et homogène. Homogène, ça veut dire que peu importe où on regarde, il est censé y avoir des étoiles. Il est partout pareil. D'accord? Alors,
la répartition des étoiles à grande échelle est uniforme. On est censé voir des étoiles partout. Si l'univers est infini, c'est qu'il y a une infinité d'étoiles, et donc peu importe où on regarde dans le ciel, on devrait voir une étoile. Et donc, le ciel devrait être super brillant et pas noir. Alors si l'univers est infini, pourquoi le ciel est noir? Ça paraît être une question assez idiote, en quelque sorte, mais cette question, ce paradoxe a trouvé sa réponse il y a à peu près un siècle. Voire même un peu moins, à peu près un demi-siècle, ça fait 50 ans à peu près qu'on sait pourquoi le ciel est noir la nuit, alors que ça paraît être une question enfantine. En fait, pour vous faire comprendre pourquoi est-ce qu'on dit que l'univers devrait être homogène, parce que là, c'est ce qu'on appelle les hypothèses de la cosmologie. Quand on étudie l'univers à grande échelle, quand on essaie de voir à quoi ressemble l'univers dans sa totalité, comme un ensemble entier, alors on doit supposer qu'il est infini et homogène. Ça c'est les hypothèses de la cosmologie. Alors pourquoi on veut absolument que l'univers soit homogène? Eh bien parce qu'on l'observe. On observe que l'univers est homogène. Et pour vous faire comprendre ça, on va faire un dézoom. On va d'abord partir de notre planète Terre. La planète Terre est dans le système solaire, ce groupe de 8 planètes et astéroïdes et planètes naines qui tournent autour d'une seule et même étoile, le Soleil. Le système solaire étant un peu comme un atome en tant que tel, si on veut, d'accord, même si ce genre d'analogie est dangereuse, mais on peut illustrer notre système solaire comme un atome. Notre système solaire lui-même fait partie d'un plus grand constituant qui est ce qu'on appelle une galaxie, comme ceci. Une ville d'étoiles et de planètes. Ça, c'est notre galaxie, donc qu'on a appelé la Voie lactée, un objet gigantesque, avec pas moins de 300 milliards d'étoiles et 300 milliards de planètes, dont une bien particulière qu'on aime bien, qu'on a appelée le Soleil, et qui est sur les bords de la galaxie. Alors, notre galaxie, notre ville d'étoiles et de planètes, elle est gigantesque. Elle fait ce qu'on appelle 90 000 années-lumière. Alors, et nous on est ici, plus ou moins là. Donc si on vient zoomer très très fort sur cette zone-là, on verrait le Soleil. 90 000 années-lumière, ça veut dire quoi? Une année-lumière, c'est une mesure de distance, en gros. Parce que l'univers est tellement grand qu'on ne mesure plus en kilomètres. Parce que c'est juste impossible. On a inventé une nouvelle manière de mesurer, une nouvelle règle. Pour mesurer les distances, on ne mesure plus en kilomètres, on mesure en années-lumière. Une année-lumière équivaut à 9 000 milliards de kilomètres. Donc si vous voulez savoir la taille de notre galaxie en kilomètres, vous faites 90 000 fois 9 000 milliards, je ne ferai pas le calcul, mais ça fait beaucoup. C'est énorme, gigantesque, d'accord? Alors, une année-lumière, c'est aussi la distance que va parcourir la lumière sur un an. Parce que la lumière, qui en réalité sont des photons, on en revient à ces photons-là, ces particules fondamentales échangées durant la force électromagnétique, ces photons ont une vitesse. La lumière ne se propage pas dans l'univers à vitesse infinie. La lumière va vite, très vite, 300 000 km par seconde. En une seconde, 300 000 km. C'est en gros la distance Terre-Lune, quoi. Si vous êtes un photon, si vous êtes de la lumière, pour aller de la Terre jusqu'à la Lune, il vous faut une seconde. Eh bien, si vous êtes de la lumière, si vous voulez traverser notre galaxie en entier, il vous faudra 90 000 ans. 90 000 ans pour traverser toute notre galaxie. À cette vitesse vertigineuse de 300 000 km par seconde. Et dans l'état actuel des choses, on ne sait même pas atteindre un pourcentage de cette vitesse-là. D'accord? Ça, c'est notre galaxie, et maintenant, on peut encore plus dézoomer, parce que notre galaxie, c'est très petit face à ce qu'il y a encore au-dessus, en quelque sorte, dans l'univers. Notre galaxie n'est pas la seule dans l'univers. Il y a plein d'autres villes d'étoiles dans l'univers, et notamment, nous faisons partie d'un pays de galaxies qu'on va appeler le groupe local. On est entouré de plein d'autres galaxies qui font partie de notre groupe local, les galaxies autour de la nôtre. Alors la Voie lactée, elle est ici au centre. Alors je suis désolé, le graphe est très petit, on voit pas grand-chose. Mais ici, on a notre Voie lactée qui est là au centre. Là, on a la galaxie d'Andromède, par exemple. C'est la ville d'étoiles la plus proche de nous, qui fait partie de ce groupe local, de ce pays de galaxies dans lequel on habite. Et il est gigantesque, hein. 10 millions d'années-lumière. 10 millions fois 9 000 milliards, vous avez la distance à kilomètres, c'est encore gigantesque. On dézoome, du coup on va regarder des structures, des objets dans l'univers de plus en plus grands. Et c'est pas tout, on peut encore dézoomer, parce que notre groupe local fait partie est le constituant d'un objet encore plus grand, d'un groupe encore plus grand qu'on appelle le super amas de la Vierge. Là on peut penser à un continent, par exemple.
On a le groupe local, notre pays de galaxies qui est là. Il fait partie du continent avec d'autres groupes de galaxies comme l'amas de la Vierge, l'amas du Lion, l'amas du Fourneau. Et tout ça forme un continent qu'on appelle le super amas de la Vierge. D'ailleurs, il n'y a pas de S à amas. Et il est encore plus grand, 200 millions d'années-lumière. 200 millions fois 9000 milliards, vous avez la distance en kilomètres, c'est encore plus grand, gigantesque. Ça veut dire que si vous êtes de la lumière, il vous faudrait 200 millions d'années pour parcourir tout ce continent de galaxies. 200 millions d'années. Grosso modo, les dinosaures, ils sont éteints il y a 250 millions d'années. C'est énorme comme échelle de distance, c'est gigantesque, et comme échelle de temps aussi. On pense que c'est fini, mais pas du tout. Ce continent fait partie d'un plus grand groupe de galaxies qu'on va appeler l'Aniakea. Donc le super amas de la Vierge, il est plus ou moins ici. Et il fait partie, il est entouré d'autres super amas qui ensemble forment une grande structure gigantesque qu'on appelle l'Aniakea. Structure énorme, 520 millions d'années-lumière. Encore plus grand, d'accord? Et on pense que c'est tout, mais on peut encore dézoomer jusqu'à arriver à l'endroit à partir duquel on va commencer à faire de la cosmologie et à commencer à se dire, ok, là on commence à étudier l'univers dans sa totalité, dans sa globalité. On arrive à ce qu'on appelle la fin de l'immensité. Si on dézoome encore plus, on remarque que l'Aniakea n'est pas le seul gigantesque groupe de galaxies. Du coup, il y en a à peu près 100 000 dans l'univers, des gros comme ça. 100 000. 100 000 groupes de galaxies dans lesquels il y a des centaines de milliers, voire des millions de galaxies. D'accord? Et tout ça s'agglutine en faisant... Alors ça, c'est de la simulation. Hein. Mais voilà à quoi ressemblerait l'univers si on dézoome encore plus par rapport à ça. On remarque que les galaxies s'agencent de manière assez symétrique en formant des filaments. Et ça, c'est grand, hein, gigantesque. 900 millions d'années-lumière. 900 millions d'années-lumière, si vous êtes de la lumière, il vous faudrait quasi 1 milliard d'années pour parcourir toute cette distance-là. Et rappelez-vous, ce que j'ai dit, la cosmologie suppose que l'univers à grande échelle, lorsqu'on dézoome très fort, est homogène. C'est un peu ce qu'on commence à voir là. On remarque que lorsqu'on dézoome, on a tellement dézoomé que ça commence à devenir homogène. Il y a de la matière un peu partout. Lorsqu'on dézoome, d'accord? Parce que si on regarde autour de nous, il y a beaucoup de vide. Mais lorsqu'on dézoome et qu'on regarde tout d'un œil très extérieur, d'accord, on voit que l'univers commence à être homogène. C'est pour ça que la cosmologie veut que l'univers soit homogène. Parce qu'on observe en effet que si on regarde l'univers en dézoomant très très fort, ça paraît à peu près homogène, en fait. Alors, maintenant pour faire un lien entre ceci et le Big Bang, maintenant qu'on sait que l'univers est homogène, rappelez-vous, nous ce qu'on veut, c'est répondre à la question pourquoi est-ce que le ciel est noir la nuit? Parce que maintenant on sait que l'univers doit être homogène, il y a des étoiles partout, on voit bien, il y a de la matière partout, il y a des étoiles partout, alors pourquoi est-ce que le ciel est noir la nuit? Il devrait être brillant. Eh bien, la réponse à cette question vient d'une découverte qui est magnifique, qui a été faite en 1964, à peu près à demi-siècle d'ici. Alors pour ça, il faut remercier deux radioastronomes américains, Arno Penzias et Robert Wilson. Et ces deux gars-là, c'était des gens qui étaient fascinés des communications satellites. Ils voulaient pointer leurs antennes radio pour détecter des communications satellites et s'amuser. Et alors ils ont construit une énorme antenne gigantesque, on appelle ça l'antenne Doldol, qui est super performante et qui leur aurait permis de capter à peu près toutes les communications satellites qu'ils pouvaient. Alors il faut rappeler, là on est dans le contexte de la guerre froide, d'accord? Donc c'est aussi intéressant dans ce contexte de peur de capter toutes les communications de satellites, si jamais il y a des satellites russes au-dessus des USA, etc. Sauf qu'ils se sont dit, c'est marrant, notre antenne, elle n'a pas l'air de marcher. Parce que peu importe où on pointe l'antenne dans le ciel, parce qu'il faut pointer dans le ciel, pas envoyer les satellites forcément, peu importe où on la pointe, il y a du bruit, tout le temps. Il y a toujours du bruit. Il y a toujours quelque chose, partout où on pointe l'antenne. Et alors ils ont fait plusieurs tests, ils se sont dit, mais non, mais c'est pas possible, on ne devrait pas avoir de bruit. Et il y avait toujours ce bruit, toujours. Un bruit constant, toujours le même sifflement. Peu importe où ils pointent dans l'univers, le même sifflement. Et il s'avère que
Les cosmologistes de cette époque-là se sont pointés sur son problème et ils se sont dit « Non, non les gars, ce que vous avez, c'est pas du bruit. Ce que vous avez détecté, c'est le rayonnement primordial de l'univers. Un des tout premiers signaux émis par l'univers. Découvert par erreur. C'est ça qui est super drôle. Alors ce qu'ils ont détecté, voilà comment ça se présente. C'est ça qu'ils ont détecté. Alors, ici, il faut imaginer que ça, c'est tout autour de nous. C'est une sphère, en fait. C'est comme quand on prend la Terre et qu'on la met sur un plan en 2 dimensions. On appelle ça une projection de Moll-Wade, d'accord? Et bien là, on a pris un truc en 3 dimensions qui est tout autour de nous, tout autour de la Terre, mais qu'on met sur une feuille, d'accord? Donc ça fait un ovale, mais en fait, c'est une sphère creuse autour de nous, ce truc-là. Et voilà ce qu'ils ont détecté. Alors, on voit qu'il y a des zones rouges, des zones bleues. Ces zones rouges et ces zones bleues, ça nous renseigne sur la chaleur, sur la température qu'il y a. Tout ce qui est bleu, c'est froid, tout ce qui est rouge, c'est chaud. Et l'écart de température détectable, il est de l'ordre, parce que je ne suis pas sûr de ça, oui c'est ça, d'un 10 millième de degré. Un 10 millième de degré en résolution. C'est super précis comme observation. En fait, c'est pas vraiment ce qu'ils ont détecté eux. Ça, c'est avec des autres satellites. Ce genre d'image a été prise il y a à peu près 20 ans par le satellite Planck. Mais eux, ils ont détecté un truc un peu moins résolu, mais ils ont quand même détecté ce genre de signal. Ça, c'est une version améliorée avec des nouvelles observations dans l'espace qui sont beaucoup plus performantes. Et avec certaines analyses, on a remarqué que tout ça avait une température moyenne d'à peu près moins de 170 degrés. C'est à peu près la température de l'univers. D'accord? Et donc ça, c'est le rayonnement primordial de l'univers. Une des premières lumières émises par l'univers. Alors on va en venir à ça lorsqu'on parlera un tout petit peu du Big Bang. Et il faut aussi dire une chose, c'est que ça, on ne le voit pas à l'œil nu. Ça, c'est dans les micro-ondes. Les micro-ondes, c'est comme les ondes radio, si on veut, c'est une partie de la lumière qu'on ne voit pas à l'œil nu. D'accord? Ça émet pas vraiment de la lumière qu'on peut voir, ça émet des ondes micro-ondes, un autre type de lumière. Revenons-en maintenant, continuons sur ce paradoxe de pourquoi est-ce que le ciel est noir la nuit. Et on revient dessus. Et si l'univers est supposé infini et homogène, donc on devrait observer des étoiles à l'infini. Mais il reste un point à clarifier, c'est quand on dit que l'univers est homogène, de quel univers on parle? Ça, c'est encore autre chose. En fait, nous, on est ici. Donc je reviens à ce fond diffus cosmologique qui en fait forme une sphère autour de nous. D'accord? Et ça, c'est ce qu'on appelle l'univers observable. Ce qu'on peut observer. Parce qu'en réalité, il existe des objets qui sont en dehors, au-delà de ce fond diffus cosmologique, de ce voile de lumière micro-ondes, mais qu'on ne voit pas. Pourquoi? Parce que ce voile est opaque. S'il y a un objet qui émet de la lumière ici, sa lumière sera immédiatement absorbée en quelque sorte par ce voile opaque. Le fond diffus cosmologique ne nous laisse pas voir ce qu'il y a derrière lui. D'accord? Pour ça qu'on parle d'univers observable. L'univers observable est une sphère autour de laquelle il y a ce voile opaque qui est le fond diffus cosmologique, au-delà duquel on ne peut rien voir. Tout ce qu'on peut voir dans l'univers est inclus entre nous et ce fond diffus cosmologique. D'accord? Et au-delà, rien du tout. On ne peut rien voir. Alors si on fait une coupe transversale de ce fond diffus cosmologique, eh ben voilà ce qu'on voit. On a ici notre système solaire qui est au centre de l'univers observable et non pas au centre de l'univers, j'insiste bien là-dessus. Et cette boule, elle fait 13,8 milliards d'années-lumière. Gigantesque. Voilà à quoi ressemble notre univers observable, maintenant que ça introduit, lorsqu'on le regarde dans son entièreté. Une sphère avec un rayon de 13,8 milliards d'années-lumière. Et ça, c'est l'âge de l'univers. Et alors maintenant, pourquoi est-ce que ça, c'est l'âge de l'univers? Eh bien, pour ça, il faut réintroduire un autre concept, c'est que, comme je vous l'ai dit, la lumière se déplace dans l'univers à une vitesse constante, 300 000 km par seconde. Ça veut dire que, si vous regardez le Soleil qui émet de la lumière que le Soleil émet
il lui faut 8 minutes pour aller jusqu'à la Terre. Ça veut dire que si vous regardez le Soleil, vous voyez la lumière que le Soleil a émise, il y a 8 minutes. Et donc si le Soleil venait à exploser, pour une raison quelconque, on verrait son explosion sur Terre 8 minutes en retard. Ça c'est pour le Soleil. Pour regarder des objets qui sont à 100 000 années-lumière de la Terre. C'est très grand comme distance, mais ça veut dire que la lumière de cet objet-là jusqu'à la Terre, il lui faut 100 000 ans pour parcourir cette distance. Et donc on voit la lumière qui a été mise par l'objet il y a 100 000 ans. Et donc on voit l'objet tel qu'il était il y a 100 000 ans. Encore plus loin, on prend un objet qui est situé à 10 milliards d'années-lumière de la Terre. Pourquoi pas, ça existe. Tant que c'est inclus dans l'univers observable. 10 milliards d'années-lumière de la Terre, ça veut dire que cet objet qui émet de la lumière, sa lumière va mettre 10 milliards d'années pour aller jusqu'à la Terre. Quand vous allez regarder cet objet, vous allez le voir tel qu'il était il y a 10 milliards d'années. Après les questions, si vous le voulez. Après 10 milliards d'années. On le voit tel qu'il était il y a 10 milliards d'années. On peut prendre un objet qui est situé à 20 milliards d'années-lumière de la Terre, donc on le voit tel qu'il était il y a 20 milliards d'années. Non. Ben non, en fait. On ne peut pas remonter comme ça autant qu'on veut. On est limité à 13,8 milliards d'années. Et ça, c'est cette limite-là du fond diffus cosmologique, qui est situé, ce rideau est situé à environ 13,8 milliards d'années-lumière de nous, de la Terre. Et donc on voit de la lumière qui a été émise il y a 13,8 milliards d'années. Et on s'est dit, bingo, ça, c'est à quoi ressemblait l'univers au tout début, dans sa pure jeunesse, quand il était bébé. Alors pourquoi est-ce qu'on a fait le lien en mode « Ah oui, il est situé à 13,8 milliards d'années-lumière de nous, donc on voit l'univers tel qu'il était il y a 13,8 milliards d'années, ça c'est vrai. Pourquoi est-ce que ça, ce serait l'âge de l'univers ?» Et bien pour ça, il faut introduire... Ah oui, d'abord, pas trop vite, parce qu'il y a aussi le paradoxe d'Hulbers à résoudre maintenant. Donc, j'en reviens. L'univers observable n'est pas infini. D'accord ? On sait que c'est une sphère de rayon de 13,8 milliards d'années-lumière. C'est une distance bien finie, c'est pas infini comme taille. D'accord ? Donc on sait que l'univers observable n'est pas infini, quand bien même l'univers, lui, peut être infini. Parce que l'univers observable est inclus dans l'univers avec un grand U. Il y a des objets qui existent au-delà du fond diffus cosmologique, au-delà, en dehors de l'univers observable. La vitesse de la lumière n'est pas infinie. Ça veut dire que quand vous regardez le ciel, et que vous regardez des zones qui sont noires dans le ciel, en fait, il y a des étoiles. C'est juste que leur lumière n'a pas encore eu le temps d'arriver à vos yeux. D'accord ? Et ensuite, le ciel, en fait, il n'est pas noir. Il est brillant, extrêmement brillant même. C'est juste que il émet dans les micro-ondes. On n'a pas les bons yeux pour le voir. Si nos yeux étaient capables de voir les micro-ondes, on verrait une nuit super brillante, pas noire du tout, parce qu'il y a ce fond diffus cosmologique. D'accord ? C'est juste qu'on n'a pas les beaux yeux. On n'a pas les bons yeux. On a l'impression que l'univers est noir avec nos yeux, mais nos yeux ne voient pas du tout toute la réalité. Loin de là. Nos yeux ne voient même pas 5% de l'univers. Parce qu'il y a des affaires de matière noire et tout, dont je passe les détails, mais on voit presque rien. D'accord ? Se reposer uniquement sur notre capacité à voir les choses avec cet appareil magnifique qu'est le corps humain, c'est pas assez. Notre corps humain ne voit rien du tout sur la réalité, on a besoin d'autres instruments. C'est pour ça qu'on observe l'univers dans l'infrarouge, un autre type de lumière, les ondes radio, les rayons gamma, des lumières qu'on ne détecte pas avec nos yeux. D'accord ? On ne peut pas découvrir l'univers seulement en se basant sur notre manière d'observer biologiquement avec seulement notre corps humain. Quand bien même c'est une machine incroyable, ça, je ne vous l'enlève pas. Alors, j'en reviens maintenant à ce fond diffus cosmologique. Pourquoi est-ce qu'on lie ça à l'âge de l'univers? Eh bien, durant les années 20, 1920, il y a Edwin Hubble, un astronome qui s'est amusé à regarder les objets, les galaxies typiquement, qui étaient très loin de la Terre. Typiquement à quelques centaines de millions d'années-lumière, peut-être dizaines de millions d'années-lumière, en tout cas des objets qui étaient très loin. Et il a remarqué que, tiens, c'est marrant, plus je regarde une galaxie qui est loin de la Terre, et plus je remarque, plus j'observe qu'elle s'éloigne vite de la Terre. Plus un objet est loin de moi, plus il s'éloigne vite de moi. Et il s'est dit, ça c'est assez étrange. Alors comment est-ce qu'il a fait pour observer ça? Il a utilisé une
il a utilisé ce qu'on appelle le redshift. En fait, si vous regardez une galaxie qui s'éloigne de vous, sa couleur va virer vers le rouge. Et plus sa couleur devient rouge, plus vous savez à quelle vitesse elle s'éloigne de vous. C'est ça le principe, en gros. Et là, Hubble a fait son observation, et là, il y a Georges Lemaître. Georges Lemaître, qui est un prêtre, mathématicien et cosmologiste carolo, hein, donc c'est un Belge, qui s'est dit « Ah ouais, mais tiens, Hubble, c'est marrant, mais Hubble, donc tu es là, sur Terre, dans le système solaire, et tu me dis que plus tu regardes des objets qui sont loin de toi, et plus ils s'éloignent vite de toi, plus ils s'éloignent vite de la Terre, principalement. » Et Georges Lemaître, qui commençait déjà à faire un peu de mathématiques sur la cosmologie, sur l'étude de l'univers à grande échelle, il a fallu attendre Einstein pour ça, mais il a repris un peu les travaux d'Einstein, si on veut, son paradigme mathématique, ses équations, et il s'est dit, mais si on rembobine le temps, ces objets dont tu dis qu'ils s'éloignent très vite de la Terre, ben, il y a peut-être 100 ans, ils étaient plus proches. Il y a 1000 ans, ils étaient encore plus proches. Et ainsi de suite. Donc si on rembobine le temps, ces objets étaient plus proches de la Terre. Et puis, encore plus proches. Et puis, ben, tellement proches que c'est là qu'il s'est dit, bingo, je tiens une théorie, la théorie de l'atome primitif. Selon ses dires, l'univers, observable dans ce cas-là, émergerait d'un seul et même point, d'un atome primitif, qu'il a appelé ça, à partir duquel l'univers émergerait complètement. D'accord? Donc, c'est à partir déjà des années 1920 qu'on a déjà eu cette idée, cette intuition que l'univers n'est pas statique dans le temps, que l'univers viendrait de quelque chose. D'accord? Donc c'est une idée relativement récente. Et d'ailleurs, le nom Bing Bang, bah, c'était un nom trouvé par un autre astrophysicien, M. Hoyle, dans les années 30-40 typiquement, qui lui était un grand partisan de la théorie de l'univers statique. L'univers n'est pas censé avoir de fin ni de début. L'univers est là et a toujours été là et sera toujours là. Et bah, pour se foutre de la gueule de Georges Lemaître, il a dit « Ah ouais, pour toi, l'univers émergerait d'un Bing Bang, d'un grand boom ». Et ce nom est resté au fur et à mesure des années. Alors que de base, c'était un nom trouvé pour décrédibiliser cette théorie du Big Bang de Georges Lemaître. Et ce qui est beau, c'est qu'on utilise encore ce nom-là à l'heure d'aujourd'hui. Alors maintenant, le consensus est là. Il y a encore quelques partisans de la théorie de l'univers statique, d'accord, mais énormément de gens, si pas tous les scientifiques, s'accordent sur la même idée que l'univers, en effet, viendrait de quelque chose. Qu'il existe un temps où l'univers n'a pas été. D'accord? Alors, dernière chose, avant de passer au Big Bang, c'est que qu'est-ce qui nous dit que plus on regarde de loin et plus les objets semblent s'éloigner de nous? Eh bien, c'est là qu'on a eu cette idée-là de se dire, bon, il y a une force fondamentale dans l'univers, et là je parle de la 4e force fondamentale, qui est la gravité. La gravité, elle attire tout. Vous êtes sur Terre, si vous sautez, vous retombez sur Terre, parce que la gravité, la masse de la Terre, fait en sorte qu'elle vous tire vers le bas. La Terre tourne autour du Soleil, parce que le Soleil attire la Terre via ce principe-là de gravité. C'est une force qui est présente partout dans l'univers. Et c'est là, dans l'univers, quand on regarde tout à grande échelle, c'est la seule force qui agit, la gravité. Il ne faut pas oublier qu'il y a les 3 autres forces à l'échelle quantique, à l'échelle particulière, mais c'est quand on zoome très fort que ces forces-là deviennent assez fortes que pour ne pas les négliger. D'accord? Et donc, on sait qu'une gravité applique une attirance. C'est pour ça que les galaxies peuvent se rentrer dedans, par exemple. Pour ça que si vous sautez sur Terre, vous retombez. Vous êtes attiré, tout est un peu attiré dans l'univers. Mais là où on a le constat que plus on regarde de loin, plus les objets s'éloignent de nous, ça va à l'opposé de l'attirance, ça s'éloigne justement, c'est repoussé. Et c'est là qu'on s'est dit, ah, il manque un truc. Il manque une certaine force, une certaine énergie qu'on va appeler l'énergie noire. Un truc qui s'oppose à la gravité. Là où la gravité attire tout, l'énergie noire fait en sorte que tout se repousse. D'accord? Mais c'est une énergie qui commence à être assez forte quand on regarde très très loin. Et plus on regarde de loin, plus il y a cette énergie-là qui fait en sorte que tout se repousse. C'est pour ça que Hubble s'est dit « Ah ouais, mais les galaxies que je regarde de loin, plus elles sont loin, plus elles s'éloignent vite de moi. » Parce que Hubble, plus tu regardes de loin, plus il y a d'énergie noire, et donc plus tout se repousse par rapport à toi. D'accord? Et on pense que cette énergie noire, alors c'est pas sûr, d'accord, parce qu'on ne sait pas vraiment de quoi elle est faite, cette énergie noire,
Mais on sait qu'elle existe parce qu'il faut tenir compte de le fait que les objets s'éloignent de nous, de la Terre. C'est là qu'on parle d'expansion de l'univers observable même. Tout autour de nous, ces galaxies-là s'éloignent de nous, c'est en expansion. Et je dirais même expansion accélérée, parce qu'on remarque que plus on avance dans le temps, et plus ce taux de vitesse de fuite des galaxies est de plus en plus rapide. D'accord ? L'univers ne gonfle pas partout de la même manière. On peut imaginer par exemple que l'univers est un ballon de baudruche qui est dégonflé. Mettez des petits points en marqueur sur son ballon de baudruche, vous gonflez le ballon de baudruche. Automatiquement, les petits points sur son ballon de baudruche, au fur et à mesure que le ballon gonfle, les petits points s'écartent, le ballon gonfle. Le ballon, c'est l'univers observable, votre souffle, c'est l'énergie noire. D'accord ? C'est ça l'idée de l'énergie noire. Alors, maintenant qu'on a réparé notre machine, j'en reviens, on a compris ce qui se passe au niveau particulaire, on a compris ce qui se passe au niveau du cosmos avec la cosmologie, maintenant, on a toutes les clés pour tout mixer et enfin remonter jusqu'au début du temps de l'univers. Parce que l'idée de vous parler un peu des constituants de la matière, c'était de vous dire, ok, dans l'univers, on a telle particule, d'où est-ce qu'elles viennent? Comment ces particules-là ont émergé? Avant de parler du Big Bang, j'aimerais détruire quelques idées. Alors, vous tapez Big Bang sur Internet, vous allez voir ça. Une explosion. Non. Non, l'univers n'est pas une explosion. Le Big Bang, n'est pas une explosion. Même si c'est le nom Big Bang qui a dû en erreur, le Big Bang, l'univers n'a pas émergé d'une gigantesque explosion. C'est pas ça. D'accord ? Et on a aussi l'idée que, mais au moment du Big Bang, l'univers était tout petit, minuscule. Non plus. Au moment du Big Bang, l'univers était toujours infini. Mais il était une infinité de fois plus petit que l'infinitude de l'univers actuel. Parce que oui, il existe des infinis qui sont plus petits que d'autres infinis. Donc au moment du Big Bang, l'univers était petit, mais toujours de taille infinie. Mais la taille de l'univers à ce moment-là était une infinité de fois plus petite que l'infini de l'univers, que la taille infinie de l'univers. Mais au moment du Big Bang, il avait toujours une taille infinie. Mais une infinité de fois plus petite que l'infinitude de l'univers. Ok ? Et autre chose aussi, c'est qu'il y a souvent il y a souvent une question qui émerge quand on s'intéresse un peu au Big Bang, c'est « Et avant le Big Bang, il y avait quoi ?» En fait, cette question n'a pas de sens. Parce que si au moment du Big Bang, toute notre réalité a émergé, on va parler d'émergence ici, pas d'explosion, le temps lui-même a émergé à ce moment-là. Et donc, qu'est-ce qu'il y avait avant le temps? Ça veut rien dire. C'est comme se demander qu'est-ce qu'il y a au nord du pôle Nord. C'est une question qui n'a pas de sens. Toujours si on suppose que le temps ne peut pas être négatif, mais ça c'est encore un autre sujet. Mais dans l'état actuel des choses, l'univers n'a pas émergé d'un seul point dans l'univers, et sûrement pas dans une grande explosion. En fait, le Big Bang a eu lieu partout dans l'univers. On a souvent l'idée que l'univers était ramené en un petit point tout petit, mais l'univers a émergé de partout en même temps. Le Big Bang n'est pas un point. L'endroit où le Big Bang s'est créé, c'est aussi partout dans l'univers. D'accord ? Ça n'a pas émergé d'un point, c'était sûrement pas une explosion, on parle plutôt d'écarts gigantesques entre les distances. On parle d'inflation, on en reparlera de cette inflation à la fin de l'exposé. Et la question de qu'est-ce qu'il y a avant le Big Bang, ça n'a pas de sens. Parce qu'on se demande ce qu'il y avait avant l'existence du temps. Mais supposer ce qu'il y avait avant l'existence du temps, ça suppose que avant que le temps ait été créé et émergé, il y avait du temps. C'est un paradoxe. D'accord ? Alors, maintenant, voilà comment se présente notre état de l'art. On va un peu remonter jusqu'au Big Bang. On va démarrer d'aujourd'hui, l'univers moderne, âgé de 13,8 milliards d'années-lumière. Et puis on va remonter. On va remonter de plus en plus, jusqu'à s'approcher d'ici. L'inflation. Et tout ce qu'il y a derrière l'inflation, ça on ne sait pas.
On ne sait rien du tout là-dessus. Parce que c'est à partir de ce moment-là, on atteint des températures gigantesques, tellement grandes que ça casse, en gros, nos mathématiques. D'accord? Donc tout ce que vous voyez là, avant l'inflation, ce n'est que purement théorique. C'est pas pour ça que c'est des foutaises. Quand on crée des théories, il faut qu'elles respectent certains critères. Mais elles n'ont aucun consensus expérimental. Bien sûr. D'accord? Et alors oui aussi, il fallait que j'ajoute, c'est que l'hypothèse du Big Bang, elle ne stipule pas vraiment que l'univers a émergé d'un point, ou que l'univers a émergé de quelque chose, plutôt. Le Big Bang, cette hypothèse-là, essaye de comprendre l'état dense et chaud qu'avait l'univers au proche du début de son existence. D'accord? Pour ça qu'ici, je remets cette chose-là sur la table. Pour ça que cette conférence est peut-être un peu une arnaque d'ailleurs, mais on ne va pas parler du Big Bang vraiment. On va s'approcher du Big Bang, mais on ne peut pas vraiment dire ce qui s'est passé là, à cet endroit-là. Alors, il y a des théories, il existe des théories, bien sûr, dont je ne vais pas parler ici parce que ça doit faire appel à la théorie des cordes, etc. Mais ça, tout ce qu'il y a là, ici, à cet endroit-là, on ne sait rien. On n'est pas sûr, en tout cas. Par contre, nos mathématiques fonctionnent pour nous dire, ah ouais, ok, si on remonte le temps, à quoi ressemblait l'univers à ce moment-là? Vu que l'univers est en expansion, on sait que si on remonte le temps, il sera plus petit, et donc plus dense, et donc plus chaud. Si on remonte encore le temps, il sera plus petit, et donc plus dense, et encore plus chaud. Et si on remonte encore le temps, il sera encore plus petit, et encore plus dense, et encore plus chaud. Cette augmentation de température, au fur et à mesure qu'on se rapproche de l'émergence de l'univers, ça va donner lieu à plein de mécanismes, notamment la création de certaines particules, la création de la lumière aussi. Alors bien, commençons. Aujourd'hui, notre univers moderne, l'univers dans lequel on vit, âgé d'à peu près 13,8 milliards d'années-lumière, maintenant qu'on sait que l'univers est âgé de 13,8 milliards d'années-lumière, avec cette histoire de fond diffus cosmologique et d'expansion. Si on remet le fond diffus cosmologique à 13,8 milliards d'années-lumière, le fond diffus cosmologique, on s'approchait presque du Big Bang en quelque sorte. Dans ce contexte-là, alors aujourd'hui, on a des galaxies. Ces groupes d'étoiles et de planètes. On a des amas de galaxies, super amas de la Vierge, groupe local, la Niakia, et tous ces trucs-là. Et on a aussi des grands vides. Il y a des zones dans l'univers où il n'y a rien. Même si l'univers, certes, doit être homogène à grande échelle, ça, oui, c'est vrai, homogène à grande échelle, mais quand on regarde vraiment l'univers local autour de nous, il y a des zones où il n'y a rien, des zones où il y a des trucs. D'accord? À petite échelle, il est hétérogène, on appelle ça. On a des étoiles, donc on a de la lumière qui est créée sans cesse dans l'univers, parce que les étoiles créent de la lumière. D'accord? C'est ça la principale définition d'une étoile, c'est sa capacité à créer de la lumière toute seule comme une grande. Et il est froid aussi, notre univers, moins de 170 degrés Celsius. Il est très froid, d'accord? On a plusieurs éléments chimiques. Rappelez-vous les atomes avec le tableau de Mendeleïev. On a de l'hydrogène, du carbone, de l'hélium, du fer. On a tous les constituants du tableau de Mendeleïev, tous les atomes, les 118 éléments. Et notre univers est en expansion. Il grandit toujours, d'accord? Le ballon de baudruche qui gonfle, là, c'est toujours d'actualité, ça. L'univers est toujours en expansion. Il gonfle tout le temps. Ça, c'est notre univers moderne. 13,8 milliards d'années d'âge. Et maintenant, on remonte un tout petit peu. On rembobine le temps. Quand l'univers était âgé, on ne connaît pas encore la date de cette zone-là, mais on est autour du milliard d'années, certainement d'âge. Et bien là, on parle des âges sombres de l'univers. En fait, là, on regarde l'univers avant que la toute première étoile soit née. Mais du coup, il n'y avait pas de lumière. Parce que c'est les étoiles qui produisent de la lumière. D'accord? Et alors, à ce moment-là, on a uniquement des atomes d'hydrogène, d'hélium et de lithium. Pourquoi ces atomes-là? Parce que les autres atomes, carbone, fer, tous ces trucs-là, ça c'est créé au cœur des étoiles. Ah, mais si on enlève les étoiles, on enlève les usines de ces atomes-là, et donc il ne nous reste plus que de l'hydrogène, de l'hélium et du lithium, qui eux sont créés bien avant, dans l'âge de l'univers, quand l'univers était tout jeune. Alors à ce moment-là, vu que l'univers était plus petit, mais toujours une infinité de fois, mais toujours de taille infinie en quelque sorte, vu qu'il était plus petit que la finitude actuelle de l'univers, on va dire ça comme ça, il était plus chaud, parce qu'il était plus dense. D'accord? Environ à moins 200 degrés. Toujours en expansion, il est toujours en train de gonfler le truc. Donc comme j'ai dit, on n'a pas de lumière, mais on a toujours une lumière.
qui est là, celle du fond diffus cosmologique. Elle est toujours là. Cette lumière du fond diffus cosmologique qui est située ici, dans l'univers, elle a été émise à ce moment-là, quand l'univers avait été âgé d'à peu près 380 000 ans. Il était déjà vieux l'univers, mais face aux 13,8 milliards d'années d'âge actuel, c'est rien du tout. Le fond diffus cosmologique est ici, lorsque l'univers avait 380 000 ans. Ce fond diffus cosmologique émet de la lumière. D'où vient cette lumière? On y viendra après. Le fond diffus cosmologique émet de la lumière dans les micro-ondes, et cette lumière est détectée ici. Nous, on est là. Et donc, on détecte la lumière de ces étoiles-là, qui sont là aujourd'hui, et rappelez-vous, plus on regarde loin dans l'univers, plus on voit le passé. On voit des étoiles telles qu'ils étaient il y a 10 milliards d'années, par exemple. Eh bien, à partir d'un moment, on voit plus d'étoiles, mais on voit qu'une seule lumière, celle du fond diffus cosmologique. Il a existé un moment dans l'univers où il n'y avait pas d'étoiles, mais il était toujours baigné de lumière, celle du rayonnement primordial, celle du fond diffus cosmologique. On remonte un peu. Reparlons maintenant du fond diffus cosmologique. Et alors à ce moment-là, donc l'univers, il était âgé de 380 000 ans. Donc il était plus petit, dû à l'expansion, d'accord? Il était plus dense et donc beaucoup plus chaud qu'aujourd'hui, à peu près 4000 degrés. Là, ça commence à être chaud, là, très très chaud. Et alors là, on a toujours donc seulement ces atomes d'hydrogène, d'hélium et de lithium. Rappelez-vous, un atome, c'est un noyau au centre, le petit soleil quantique si on veut, et les petits électrons, les petites planètes quantiques si on veut, qui tournent autour. D'accord? Et à ce moment-là, la lumière de ce fond diffus cosmologique, elle peut se propager librement. Pourquoi? Parce que si on en revient avant le fond diffus cosmologique, il y avait de la lumière ici. Mais l'univers était tellement dense et tellement chaud que c'était des conditions parfaites pour que les électrons des noyaux d'hydrogène, d'hélium et de lithium s'en aillent, se détachent du noyau. Ça veut dire qu'on a un univers dans un état assez particulier, on appelle ça un plasma, où il y a des noyaux qui sont libres et des électrons qui se promènent un peu partout. Et ça, des électrons qui se promènent un peu partout, ça fait un peu flipper avec la lumière. La lumière qui sont des photons, il y a des électrons, elle rebondit sur un électron, il y a un autre électron là, elle rebondit, elle ne peut jamais s'échapper, en fait, la lumière. Elle rebondit partout, elle se cogne partout, contre tous les électrons qui sont libres. La lumière ne peut pas être libérée à ce moment-là. Pour que la lumière se propage, il a fallu attendre que l'univers soit plus grand et donc plus froid, atteindre des conditions de pression et de température parfaites pour que les électrons soient reliés aux protons, plus d'électrons libres. Donc les photons, la lumière ne se cogne plus aux électrons, parce qu'ils sont liés au noyau, d'accord? Et là, la lumière peut se propager. Le fond diffus cosmologique, quand on regarde la lumière du fond diffus cosmologique, on regarde le moment où la lumière a pu être libérée. On regarde tout pile le moment où les électrons et les noyaux ont fait... Et là, la lumière, elle a été libérée. C'est ça l'idée, d'accord? C'est pour ça qu'on parle de surface de dernière diffusion. C'est le moment où la lumière a été diffusée une dernière fois. Elle s'est cognée contre un électron, les photons se sont cognés à un électron, cet électron a été absorbé par un noyau parce que l'univers est devenu froid avec l'expansion, et moins dense, et là la lumière a pu s'échapper et être visible aujourd'hui, d'accord? Et donc, à ce moment-là, avant le fond diffus cosmologique, on a une grande soupe de noyaux d'hydrogène, d'hélium et de lithium. On a des électrons qui se promènent un peu partout et des photons qui s'amusent à faire flipper avec les électrons qui sont libres. D'accord? Alors, maintenant, on rembobine encore un tout petit peu. On va s'approcher ici d'un âge où l'univers avait à peu près 3 minutes. D'accord? Donc, je ne sais pas si ce genre de schéma est assez bien perceptible, mais on est ici, et là maintenant on est là. Et cette partie ici, là, univers moderne, les âges sombres de l'univers, c'est ici, d'accord? Donc on se rapproche du Big Bang. Alors, lorsque l'univers était âgé de 3 minutes, il était plus petit, plus dense, encore plus chaud, 5 milliards de degrés, là, l'univers. Il avait tout juste 3 minutes, il était tout bébé, 5 milliards de degrés, gigantesque, énormément dense. Et là, on a eu les conditions de température et de pression idéales pour créer les premiers protons et les premiers neutrons. Rappelez-vous les constituants des noyaux, d'accord? On a créé les premiers protons et les premiers neutrons
parce que maintenant qu'on sait que protons et neutrons, c'est composé de quarks, d'accord, ces petites boules, les 3 petites boules à l'intérieur des protons et des neutrons. Là, on avait les températures de pression et de densité, de pression et de température, pardon, idéales pour que les quarks s'agglutinent ensemble, forment un trio de quarks, et là, protons et neutrons. C'est ça l'idée. Et alors à ce moment-là, c'était tellement chaud et tellement dense que il y a un phénomène assez particulier qui se passe, c'est que la lumière, les photons, là, ces particules de lumière qui sont responsables de la force électromagnétique, à tout temps, à chaque instant, ça devient une paire d'électrons, d'antiélectrons. Électrons, antiélectrons, ça revient de la lumière, ça se scinde encore en électrons, antiélectrons, et ainsi de suite, tout le temps. On avait toujours des interactions entre photons, lumière, électrons et antiélectrons. Et ce qui s'est passé, c'est que, à ce moment-là de l'univers, on avait un tout petit peu plus d'électrons que d'antiélectrons. Et en fait, quand électrons et antiélectrons se touchent, rappelez-vous, je vous ai dit au tout début de la conférence, quand matière et antimatière se touchent, ça disparaît. Mais en fait, ça ne disparaît pas. Dans certains cas, notamment pour les cas des électrons et des antiélectrons, ça laisse de la lumière. Quand électrons et antiélectrons se touchent, ça se transforme en lumière. Cette énergie ne doit pas être perdue, d'accord? Elle est transférée dans la création de lumière. Et donc, on avait électrons, antiélectrons qui sont touchés, ça formait de la lumière, d'autres lumières, encore plus de lumière, encore plus de lumière. Mais vu qu'il y avait un tout petit peu plus d'électrons que d'antiélectrons, ben, il reste un surplus d'électrons. Vu qu'il n'y a plus d'antiélectrons pour agir avec eux, il n'y a plus de création de lumière. La lumière a été créée par cette annihilation électron-antiélectron. Il reste un électron qui est là. Et ça explique pourquoi, aujourd'hui, on ne voit pas d'antimatière à l'état naturel, dans l'univers. Parce que le consensus, il est qu'au moment de l'univers jeune, il y avait un surplus de matière par rapport à l'antimatière. Matière et antimatière se sont annihilées pour former la lumière. On sait d'où vient la lumière maintenant, c'est cette histoire d'antiparticules. Et il y a eu un surplus de matière qui a induit le fait qu'aujourd'hui, on vit dans un univers où il n'y a que de la matière. Alors, l'antimatière, on pense qu'elle devrait exister à l'état naturel, parce qu'on peut en créer. Les scientifiques, notamment, je pense à l'expérience du CERN, le grand collisionnaire de particules, typiquement, on prend des protons, on les envoie à la vitesse de la lumière, et on fait en sorte qu'ils se rentrent dedans, ils éclatent en plein de morceaux. Et c'est là qu'on voit, oh, il y a de l'antimatière qui émerge, un petit peu à gauche, à droite, etc. À des quantités infimes, mais elle est là, on l'observe, d'accord ? Donc voilà pourquoi est-ce qu'on est dans un univers rempli de matière. Alors, il y a deux théories qui nous disent pourquoi est-ce qu'on devrait avoir un surplus de matière par rapport à l'antimatière. Et en réalité, il n'y a aucune raison. Il n'y a aucune raison qu'à ce moment-là, il y ait plus de matière que d'antimatière. Alors, il y a plein d'autres théories, je ne vais pas les étayer, mais il y a des théories qui disent qu'en fait, il y avait un avant le Big Bang, mais le monde avant le Big Bang était constitué que d'antimatière, avec un surplus d'antimatière par rapport à la matière. Et ce surplus d'antimatière peut traverser le temps zéro du Big Bang et donner le surplus de matière. En fait, quand on fait de la physique théorique, on veut toujours que tout soit symétrique. Pour ça, les physiciens, ils sont autistes, ils adorent quand tout est symétrique comme ça. D'accord ? Et donc on s'est dit, en soi, le fait qu'il y ait un surplus de matière par rapport à l'antimatière, actuellement, c'est pas symétrique, c'est pas beau, mais c'est pas grave, parce qu'on peut aller trouver la symétrie en regardant ce qui se passe avant le Big Bang. Et on avait aussi une asymétrie avant le Big Bang, mais deux asymétries qui sont symétriques. C'est ça l'idée. Mais ça, c'est encore un détail. Maintenant, on va remonter encore le temps. Lorsque l'univers avait une microseconde d'âge. Une microseconde, c'est 0,6 zéros derrière une seconde. C'est 1 millier de fois plus petit qu'une milliseconde. C'est 1 million de fois plus petit qu'une seconde. Tout petit. Il était vraiment tout bébé à ce moment-là. L'univers, alors, il était plus petit, plus dense, beaucoup plus chaud. 100 milliards de degrés. Beaucoup, 100 milliards de degrés, c'est le genre de température. Ça, c'est... Là, on commence à arriver dans des chiffres où on comprend quasi plus rien, d'accord ? Et là, on commence à arriver dans des conditions bizarres où les mathématiques commencent à faire un peu n'importe quoi. Mais on peut quand même toujours se démerder avec ce qu'on a, en quelque sorte. Alors à ce moment-là, les quarks, les constituants des protons, neutrons, etc., il fait tellement chaud, tellement dense que les quarks, ils se disent tous au revoir. Ils se délient complètement. D'accord ? On n'a plus de protons, plus de neutrons, plus rien. Les quarks, ils s'arrachent des protons et des neutrons, d'accord ? Et donc là, à ce moment-là, dans l'univers, il y a une soupe de quarks, parce que les quarks, ils sont libres. Rappelez-vous,
lorsque l'univers est en expansion, il refroidit, et donc il permet aux quarks de former des trios, et là de former des protons et des neutrons. Donc on a une soupe de quarks, les photons, la lumière est toujours là, hein. Les gluons c'est les petites particules que s'échangent les quarks pour qu'ils restent ensemble. Le seul moyen qu'ils ont de communiquer, les quarks, c'est les gluons, entre autres. Ils utilisent les gluons, et donc on a des gluons qui sont un peu partout. Les électrons aussi sont toujours là, on n'a pas beaucoup parlé des électrons. Les électrons sont des particules fondamentales, il n'y a rien qui compose les électrons. Donc on a quarks, photons, gluons, électrons et les antiparticules qui sont là, parce que, rappelez-vous, hein, certes, les antiparticules s'annihilent avec les particules, à ce moment-là, mais avant l'annihilation, elles étaient là. On avait toujours particules, antiparticules, quarks, et donc antiquarks aussi, entre autres. Et maintenant qu'on a ces constituants, eh ben on va encore remonter. Et là, on va s'approcher de la limite. Alors oui, hein, tout ça, tout ce que je vous dis là, en fait, à partir du fond diffus cosmologique, quand on est passé derrière le fond diffus cosmologique, typiquement ici, à partir de là, tout ça, on ne l'observe pas. Parce que c'est derrière le fond diffus cosmologique. Si on veut voir ce qui s'est passé là, il faut regarder ce qu'il y a derrière le fond diffus cosmologique, et alors on aura un indice à quoi ressemblait l'univers avant les 380 000 ans. Mais on ne sait pas observer ça. Nos observations, l'expérience nous renseignent sur l'évolution de l'univers à partir de son âge de 380 000 années. Au-delà, rien du tout. C'est purement théorique. Encore une fois, ce n'est pas parce que ce que je dis là après, avec les électrons qui s'envoient, etc., ça c'est théorique. C'est pas pour ça que c'est des conneries. Quand on émet une théorie, il faut que ça respecte certains critères. D'accord ? Juste, je veux dire qu'il n'y a pas de vérification expérimentale à ça. Parce que si on veut vérifier ça, eh ben, il faut en laboratoire créer des conditions similaires de température et de pression. Imaginez bien qu'à 100 milliards de degrés au laboratoire, c'est un truc qui est difficile. On a déjà du mal à atteindre la température au cœur des étoiles pour créer de la fusion nucléaire. Ça, on fait encore assez bien, mais c'est difficile. Les Japonais sont très forts pour ça en ce moment. Mais atteindre des températures, des conditions au moment où l'univers était très jeune, on est tout petit face à ça, d'accord ? Pour ça qu'on a du mal à vérifier ça expérimentalement, entre autres. Donc, maintenant qu'on a un univers, au moment où il était très jeune, une microseconde d'âge, où on a des quarks, des photons, des gluons, électrons, antiparticules, tout ça qui se promène un peu partout, rapprochons-nous maintenant de cette limite, où la théorie marche encore un tout petit peu, rapprochons-nous de l'inflation. Alors l'inflation, c'est quoi ? Eh ben, là, à ce moment-là, l'univers, il était très jeune. Voilà, l'âge de l'univers. 10 exposants, moins 32 secondes. C'est 0,32 zéros derrière une seconde. Tout petit, quasi instantané, ça. Il a quand même un âge. Il vient d'apparaître, mais il a quand même un âge. Tout petit. Tout petit. Alors là, l'univers, il était tellement petit, tellement dense, que, en fait, il est carrément en ébullition. On parle de changement de phase, mais on va dire ici qu'il est en ébullition. Un changement de phase, c'est quand vous faites bouillir de l'eau passe de l'état liquide à l'état gazeux. Et bien là, quand je dis que l'univers est en ébullition, c'est pour spécifier ça, que l'univers avait un certain état, on va dire qu'il était liquide, même si ça n'a pas vraiment de sens de dire ça, et quand on s'approche de l'inflation, ben il faisait tellement chaud qu'il est rentré en ébullition. Il est dans un autre état. Même s'il ne bout pas vraiment, mais c'est une illustration mentale. D'accord ? Alors, tellement chaud à 10 exposants 29 degrés, c'est 1 suivi de 29 zéros derrière, degrés Celsius. C'est des températures, c'est plus que 1000 milliards de degrés, c'est même plus que c'est beaucoup, énorme, c'est plus que des milliards de degrés. Et alors là, il y a un truc assez impressionnant qui s'est passé. C'est que à ce moment-là, l'univers, il a grandi d'un facteur 10 exposant 26 mètres en 10 exposant moins 32 secondes. Là, on arrive à des chiffres qui veulent quasi plus rien dire, mais en une fraction de seconde, en ce temps-là, l'univers, il est passé en gros, d'une balle de ping-pong à la taille d'un amas de galaxies. En cette minuscule fraction de seconde-là. C'est pour ça qu'on parle d'inflation à ce moment-là. L'univers est passé d'une taille toute petite, d'une taille de la balle, de la taille d'une balle de ping-pong, même si la taille de l'univers était toujours infinie à ce moment-là, d'accord, mais une infinité 2 fois plus petite que l'infini actuel de l'univers, rappelez-vous ça. Il est passé de la taille d'une balle de ping-pong à la taille d'un amas de galaxies.
en cette fraction de seconde-là. C'est violent comme phénomène. C'est extrêmement violent comme phénomène. Et ce genre de phénomène était tellement violent que ça a permis de créer les toutes premières particules. Ça a permis de créer les tout premiers quarks, les tout premiers gluons, d'accord? Les constituants des protons, neutrons et les électrons, les neutrinos aussi, mais on ne va pas en parler ici, ils ont été créés à ce moment-là, lorsque l'univers est passé de cet état, de cette taille minuscule, une balle de ping-pong, à la taille d'un amas de galaxies, en une fraction de seconde. Minuscule, gigantesque. On va voir un peu ce qu'il y a une théorie de cosmologie et de physique quantique. On va commencer à mêler un peu les deux, mais ça va être assez facile, j'espère en tout cas, où on a peut-être un indice sur pourquoi est-ce que l'univers tout d'un coup s'est mis à gonfler. Pourquoi est-ce qu'il a gonflé comme ça? Il y a peut-être une raison à ça. On y reviendra après ça. Mais on va quand même, juste pour le plaisir, dépasser cette limite-là. Voir un peu à quoi ressemblait l'univers avant qu'il gonfle. Alors là, c'est de la pure spéculation, ici, purement. Parce que les mathématiques ne fonctionnent plus. En fait, pour comprendre ce qui s'est passé à ce moment-là, il faut allier la physique quantique, qui étudie les particules, les quarks, tout ce qu'on a vu, et la relativité générale, ce qui étudie la taille de l'univers, le mouvement des galaxies, etc. Il faut les allier en une seule et même théorie, ce qu'on appelle une théorie du tout. Une seule équation mathématique qui décrit tout ce qui se passe à toutes les échelles de l'univers, du très petit jusqu'au très grand. Et ça fait à peu près un siècle que les physiciens se tapent la tête dessus, ils n'arrivent pas à trouver une telle théorie. Alors on en a qui existent, on a la théorie des cordes, c'est un exemple de théorie du tout, qui pourrait expliquer ce qui se passe à ce moment-là. La gravité quantique à boucle aussi, c'est un peu son rival, qui pourrait expliquer aussi ce qui se passe à ce moment-là. Mais ce ne sont que des théories, encore une fois, par ça j'entends que c'est pas pour ça qu'elles sont fausses. Encore une fois, elles doivent respecter certains critères bien particuliers, mais elles n'ont vraiment aucun consensus expérimental. Prouver que la théorie des cordes a raison, c'est pas possible. À l'heure actuelle des choses, bien sûr, d'accord, qui sait, peut-être que dans 1000 ans on pourra, ça je l'ignore. Alors qu'est-ce qui s'est passé avant l'inflation? Eh bien, rappelez-vous, on avait 4 forces. Les 3 forces fondamentales dans les particules, force électromagnétique, électron, proton, s'attirent, moins plus s'attirent, éclair, magnétisme, tous ces trucs-là. Force nucléaire forte, ce qui tient les quarks ensemble pour que ça forme les protons et neutrons. Et force nucléaire faible, alors ça, j'en ai pas beaucoup parlé, mais c'est lorsqu'un neutron peut se changer en proton, en s'échangeant des particules. Eh bien, ces 3 forces-là, et la 4e, qui est la gravité, qui elle appartient au domaine du très grand, à ce moment-là, elle ne faisait qu'une seule force. Quand l'univers était très petit, bien sûr. Très très jeune, très très dense. Elle ne faisait qu'une seule force. Et ce qui a pu expliquer l'inflation, c'est le fait que lorsque l'univers a commencé à un tout petit peu grandir et un tout petit peu refroidir, on a eu un découplage des forces. Cette force-là, qui est la force fondamentale de tout si on veut, s'est découplée en 4 princes, 4 forces fondamentales, gravité, force électromagnétique, nucléaire fort, nucléaire faible. D'accord? C'est ça qui aurait donné entre autres l'inflation. Et encore une fois, pourquoi est-ce que tout d'un coup l'univers a choisi de rentrer en inflation? Pourquoi est-ce que cette force fondamentale unique qui existait au tout début, proche du Big Bang, s'est dit tout d'un coup, bon j'en ai marre, je vais me dissocier en 4 personnes? Eh bien, on a peut-être une réponse. En fait, il y a plusieurs théories qui existent à ça, et je vais vous en présenter une de théorie qui expliquerait pourquoi est-ce que l'univers a été en inflation tout d'un coup, qu'il est passé d'une balle de ping-pong à la taille d'un amas de galaxies. Même si cette comparaison est dangereuse, parce qu'on pourrait penser que l'univers aurait une taille finie à ce moment-là, c'est pas vrai. L'univers était toujours infini. Mais il était plus petit que l'infini actuel de l'univers. D'accord? Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais vous parler de... Ah, ça c'est une petite erreur, c'est pas grave. Je vais vous parler du modèle de l'inflation chaotique. C'est un modèle théorique. D'accord? Alors, comment ça marche? Il faut inventer une nouvelle particule, qu'on va appeler l'inflaton. L'inflaton qui sera responsable de l'inflation. Comment est-ce que ça marche? On imagine que cette particule-là, l'inflaton, c'est une bille. On imagine, c'est pas vraiment une bille, c'est en réalité un champ scalaire quantique.
trop compliqué. On va dire que c'est une bille. Et on imagine qu'il y a une courbe sur laquelle la bille peut glisser. Vous prenez votre aflaton, vous le lâchez au-dessus de la courbe. Naturellement, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il va descendre. Il va descendre jusqu'à arriver ici. Il va éventuellement osciller, mais pas plus. D'accord? Sur cette courbe, en fait, elle nous dit que plus l'aflaton est haut, et plus il y a de l'inflation dans l'univers, plus l'univers gonfle. Plus il est haut, plus l'univers gonfle. D'accord? Plus il est bas, moins l'univers gonfle. Et donc ce qui s'est passé, c'est que, a priori là, ça nous dit rien, parce que, bah oui, ok, l'aflaton, si on imagine que c'est une bille, il glisse, et donc on aurait beaucoup d'inflation, et puis moins d'inflation, donc beaucoup d'inflation, moins d'inflation, et l'inflation s'est arrêtée. Mais l'aflaton, c'est une particule quantique. Ça veut dire quoi? La quantique vous dit que vous ne pouvez pas savoir où se trouve précisément un objet. Pas possible. Vous pouvez mettre une probabilité sur ses positions, mais pas savoir où il se trouve précisément. Et toute particule quantique subit ce qu'on appelle des fluctuations quantiques. D'accord? Elle va bouger à gauche, à droite, en haut, un peu partout. On appelle ça des fluctuations quantiques. D'accord? Eh bien, vu que notre aflaton subit des fluctuations quantiques, qui peut bouger un peu de position tout seul comme un grand, il peut remonter la courbe. Et si on a une grosse fluctuation quantique gigantesque et énorme, il va remonter la courbe super fort. Et donc, tout seul, il va créer plus d'inflation. Et puis, éventuellement, il peut retomber. Et puis, on peut avoir une autre fluctuation quantique qui va remonter. Et donc, ça veut dire qu'à ce moment-là, l'univers, ça se passe en une fraction de seconde. Hein. L'univers passe d'un moment où il y a beaucoup d'inflation, moins d'inflation, puis beaucoup d'inflation, puis moins d'inflation. Et ça nous dit que l'inflation ne s'est pas passée partout dans le même endroit de l'univers. Il y a des zones dans l'univers où ça a gonflé très fort, donc les éléments se sont fort écartés, et des zones dans l'univers où ça a beaucoup moins gonflé, les éléments étaient toujours très proches. Rappelez-vous du fond diffus cosmologique. Il y avait plein de granularité partout. Les zones rouges étaient les zones chaudes, les zones où c'était plus dense à ce moment-là. Les zones froides étaient les zones bleues, les zones où c'était moins dense à ce moment-là. Pourquoi est-ce que le fond diffus cosmologique n'est pas vraiment homogène? Pourquoi est-ce qu'il y a des différences de température, des différences de densité? À cause de l'inflaton. Parce qu'à ce moment-là, il y avait des zones dans l'univers où il y avait plus d'inflation, donc moins dense, zone bleue dans le fond diffus cosmologique. Des zones où il y avait moins d'inflation, zone plus dense, zone rouge dans le fond diffus cosmologique. D'accord? Et ça rejoint l'idée que quand on crée une théorie, on ne peut pas dire tout et n'importe quoi parce qu'elle doit au moins expliquer certaines observations, notamment le modèle de l'inflation chaotique parce que y a les fluctuations quantiques qui font bouger un peu partout. Ça explique pourquoi est-ce que le fond diffus cosmologique a un aspect granuleux. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas toulé? S'il était toulé, ça veut dire que l'inflation aurait été partout la même. Mais là, il est granuleux. Grâce à l'inflaton. Et alors, c'est pas tout. C'est que si on a une grosse fluctuation quantique, gigantesque, donc énorme, on a énormément d'inflation, tellement d'inflation, qu'on peut créer des zones dans l'univers qui sont disloquées d'autres zones, avec lesquelles on ne peut jamais communiquer. Si l'inflation va très vite, d'accord? Si vous subissez une inflation gigantesque par rapport à moi, vous allez tellement loin dans l'univers que je ne pourrai jamais communiquer avec vous. L'inflation nous renseigne aussi sur l'existence d'un potentiel multivers. C'est de là que ça vient, cette idée-là du multivers. Des zones qui sont disloquées causalement au moment de l'inflation grâce à l'inflaton. Et donc, pour résumer ce que je viens de dire avec cette inflation, l'inflation n'est pas la même partout dans l'univers jeune à ce moment-là. Donc on a des granularités dans le fond diffus cosmologique, c'est de là que ça vient. L'inflation permet la création des premières particules. Parce que cet inflaton, ensuite, lorsque l'univers va changer un tout petit peu de conditions, cet inflaton, lui, il va créer les premiers quarks, les premiers gluons. D'accord? C'est pour ça qu'on ne peut pas l'observer, l'inflaton.
Il s'est transformé en d'autres particules. C'est de là que viennent les quarks, les gluons, les électrons. Ça viendrait de l'inflaton. Des fluctuations même de l'inflaton, pour être précis dans ce que je dis. Et si on a des grosses fluctuations quantiques, on a un plus gros taux d'inflation, parce qu'on remonte la courbe. Et donc, il existe des zones détachées causalement. Et donc, le multivers. Et maintenant, j'en reviens à ce tableau de Mendeleev que je vous ai montré au tout début de la conférence. Rappelez-vous, il y avait un code couleur. Et rappelez-vous aussi l'ouverture de mon exposé. Nous sommes un moyen pour l'univers de se comprendre lui-même. Maintenant, on sait pourquoi. Pourquoi ? Parce que voilà d'où viennent tous nos constituants. Nous sommes composés principalement d'hydrogène. L'hydrogène, lui, comme l'hélium et le lithium, ont été les tout premiers atomes à être nés dans l'univers. Ils ont été créés par l'inflaton, entre autres, avec les quarks, etc., au moment de l'inflation. Alors, on a aussi du carbone en nous. Ce carbone, lui, il vient des étoiles. Tout ce qui nous compose, toutes les molécules qui nous composent, viennent de l'univers. Nous sommes nous-mêmes des petits fragments d'univers. Et nous étudions l'univers. Donc nous sommes un moyen pour l'univers de se comprendre lui-même. D'accord ? Bien, pour finir ma conférence, j'aimerais finir sur deux choses. La première chose qu'il faut retenir, c'est que nous sommes un moyen pour l'univers de se comprendre lui-même. On sait pourquoi maintenant. Tout ce qui nous compose a été créé au moment où, lorsqu'il y avait des étoiles, ou alors bien avant la formation des premiers atomes d'hydrogène, hélium et lithium, typiquement. La deuxième chose qu'il faut retenir, c'est que si l'univers s'éloigne de vous, c'est que vous n'êtes pas le centre de l'univers. Et aussi, troisième chose, c'est que, si vous voulez, j'ai pris des aspirines avec moi, si certaines personnes en veulent. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup.